Voilà, nous allons commencer tout de suite. Jack Lang a un emploi du temps un petit peu contraint. Il nous fait l'honneur et le plaisir de venir à ces journées socialisme et culture qui sont, je crois, une grande réussite. Nous avons beaucoup parlé de vous ce matin et de votre action. Nous avons la chance aussi d'avoir Bernard Fèvre d'Arcier. Alors pour moi, c'est un plaisir particulier et je ne serai peut-être pas le plus incisif des interrogateurs, puisque j'ai eu l'honneur de servir à la Drac de Corse à la fin des années 80 sous votre ministère, et j'en conserve, bien sûr. Je parlais de ce long remords du pouvoir qui atteint beaucoup de socialistes. Je pense que nous avons vécu ces années avec bonheur, et avant de vous poser des questions, je vous en remercie. Alors, nous parlons de socialisme et culture, et pas du Parti socialiste, mais de l'idée socialiste. Et la première question, que ces questions ont été un peu mûries avec la collaboration des trois personnes qui sont intervenues ce matin et que vous connaissez bien, avec Laurent Martin, Guy Saez et Bernard Fèvre d'Arcier. Donc mes questions, au fond, sont un petit peu bateaux, peut-être. Mais vous êtes libre d'y répondre comme vous le souhaitez. Et bien entendu, c'est de vous que nous attendons une réflexion sur l'action du ministère, et même des deux ministères, puisque dans l'histoire du socialisme, l'éducation et la culture sont naturellement liées, sont consubstantielles. Et au fond, vous avez eu l'expérience des deux ministères, et c'est peut-être aussi une occasion de se demander quelle peut être leur articulation. Alors, question qui vient d'abord à l'esprit, au fond, quelles seraient les mesures les plus importantes? Il y en a beaucoup, et vous choisirez peut-être, et nous en oublierons, qui, parmi celles que vous avez prises, qui vous semblent incarner une politique socialiste qui serait très différente, au fond, d'un autre type de politique. D'abord, n'attendez pas de moi que ce n'était pas l'objet de notre rencontre que je vous présente ce que pourrait être, je n'en ai pas ni l'envie ni la vocation, ce que pourrait être une nouvelle pas du tout, non, politique des arts. J'entends bien, mais puisque mes propos peuvent éventuellement être rapportés, si un jour vous organisez quelque chose sur ce thème, c'est-à-dire quoi faire, que faire, je suis à votre disposition. Mais là, vous m'interrogez, je pense, sur des étapes antérieures. Et je vous en remercie. Et je crois que c'est important, effectivement, en parlions avec Laurent Martin, de bien connaître, on ne le connaît peut-être pas assez, l'histoire, à la fois l'histoire officielle et puis l'histoire réelle, surtout l'histoire réelle des transformations, des changements qui peuvent s'opérer aux différents moments de l'évolution. Alors votre question, c'est quelles sont les mesures ou la mesure? Ah ben, choisissez là. Alors là, c'est plus difficile. Si vous m'obligez. Non, c'est pas plus difficile, c'est parfois plus facile même. Si je dis, là, je dirais la mesure, celle qui, à mes yeux, incarne ce que je crois devoir être l'idéologie, j'ose employer cette expression, disons la philosophie, pour le moins choquer, mais l'idéologie ne me choque pas. La philosophie d'un engagement pour l'art, la culture, l'éducation, c'est sans doute le premier texte que j'ai fait adopter, la loi sur le prix unique du livre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une loi qui donne la précédence, on dit ça se dit ça, ou la prééminence de la durée sur l'immédiateté, qui confère la préservation ou l'enrichissement des biens de la culture sur les exigences de la consommation immédiate et du profit et de la spéculation. Donc, c'est pour moi une ligne, et pour moi et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, pour nous tous j'espère, une ligne qui doit s'imposer plus que jamais aujourd'hui. Il y a trop de gens qui cèdent à la tentation de tels lobbies, de telles pressions, de telles préoccupations de rentabilité immédiate. Voilà. En même temps, je ne vais pas philosopher longuement là-dessus, mais c'est une loi de liberté, c'est une loi encourageant la création, c'est une loi qui a permis d'assurer la présence sur l'ensemble du territoire national d'un réseau unique, je crois, au monde, en tout cas un des rares pays dans le monde, de librairies qui sont des lieux de culture aussi.
Bon voilà, j'ai donc choisi à votre demande et je fais ce choix-là. Et je crois que c'est un bon choix. Nous y avions pensé aussi. Il vient à l'esprit. Et je crois, étant un vieux provincial, effectivement, que ce réseau de librairies est, on peut le dire, unique au monde, et qu'il est aujourd'hui pas toujours, disons, en sécurité économique, mais qu'il doit être préservé. Alors j'en viens à une deuxième question, qui est aussi un peu générale, mais vous pouvez y piocher ce que vous voulez. Au fond, le moment langue, ça a été, alors il y avait des prémices, etc., mais ça a été un moment où des formes culturelles qu'on pourrait dire non légitimes ont été reconnues, et reconnues par l'État de la manière la plus sérieuse qui soit, à travers des aides à de nouveaux secteurs culturels, mais aussi à travers ce que Laurent Martin, dans son exposé, appelait une reconnaissance symbolique. C'est-à-dire qu'on élargit le cercle des objets culturels et on cesse, au fond, de penser en termes de système des beaux-arts. Est-ce que ce serait une manière de dire c'est la révolution langue, c'est une manière de reconnaître d'autres cultures, et c'est une manière aussi au fond, d'élargir ce corpus et de le transformer de l'intérieur? Je n'oserais pas formuler ainsi les choses. Moi, je pense que c'était pour moi, c'était pour nous une évidence. C'est le contraire qui paraît anormal. C'est le contraire qui paraît bizarre et étrange que des hauts responsables politiques ou autres se recroquevillent sur un domaine ou sur un autre, à supposer qu'ils s'y intéressent vraiment, par ailleurs. Non, je crois que le devoir de militants, de responsables politiques, d'élus, est d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour essayer de ressentir le moins mal les forces de création, d'invention, alors qu'ils peuvent s'exprimer à travers toutes sortes d'arts. En ce moment, le festival de la BD à Angoulême bat son plein. Bon, quand, avec François Mitterrand, nous avons souhaité reconnaître pleinement cet art comme un art pour lui-même. Ce furent quelques colibés, mais nous étions habitués, qui nous, aujourd'hui, ça paraît parfois même trop l'évidence. Ça mériterait éventuellement d'être discuté. Hier soir, je participais à l'invitation de Pierre Berger à une manifestation annuelle qui réunit tous les gens de la mode qui viennent de différents pays du monde pour soutenir les actions, récolter de l'argent, pardon, pour la lutte contre le sida. Bon, là encore, des cris d'orfraie lorsque on a autorisé un défilé de mode dans la cour du Louvre, sans se préoccuper de savoir si la mode antique était ou non représentée au département des antiquités de la maison qui nous accueillait. Donc, je dirais que ça faisait partie d'un mouvement, je dirais, normal. Alors en même temps, il faut se méfier aussi. Il faut non pas fixer des bornes, mais là aussi revenir à cette ligne. Parce que, au nom de la diversification, au nom de l'ouverture, c'est parfois la pire des cultures qui est soutenue et encouragée. Et j'ai bien conscience que parfois ces discours ou ces pratiques de reconnaissance des diverses formes d'expression artistique peuvent aller jusqu'à déifier un certain nombre de choses médiocres, vulgaires et purement mercantiles. Donc si on n'est pas en même temps guidé par un minimum de vision, je dirais, intellectuelle, alors on peut sombrer à l'inverse dans une sorte de tout et n'importe quoi. Oui, donc vous n'êtes pas un relativiste culturel, justement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, bon, je ne vous l'expliquerai pas. Non. En tout cas, vous avez été, je crois, un capteur, justement, des émergences, des choses qui se développent. Et ce rapport entre l'État et ces formes émergentes est bien sûr une question compliquée, parce qu'on peut aussi les officialiser. Et donc, une des grandes questions, c'est précisément ce jeu, puisque vous avez été à
au contact de ces émergences, de ne pas les durcir et les institutionnaliser trop. Et justement, le jeu d'un ministre de gauche, c'est aussi d'ouvrir et, vous l'avez dit dans votre conclusion, aussi de ne pas accepter le tout et n'importe quoi. Et donc c'est là qu'est un des points importants de l'action d'un ministère. Alors, vous l'avez suggéré dans votre réponse, mais après vous, alors je ne dis pas qu'après vous, il ne s'est plus rien passé, ce serait injuste, ce serait absurde et idiot, mais il y a les années longues et le reste. Alors, on peut dire, après tout, tellement de choses, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des inflexions suffisamment importantes pour qu'après, les ministres successifs, y compris les ministres de droite, vivent sur cet acquis. Mais, malgré tout, et là nous sommes aussi un petit peu victimes, peut-être, Bernard Darcy le disait, d'un discours médiatique dominant. Au fond, on dit souvent aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans une polémique quelconque, mais aujourd'hui, et même hier, les ministres socialistes qui sont venus après vous n'ont pas eu votre rayonnement, l'élan culturel, pour parler comme Jacques Renard, qui collaborait avec vous, s'est-il épuisé? Ou au contraire, ça a tellement bien réussi. En sociologie, nous avons une notion qui s'appelle oblitération par incorporation, qui fait que quand quelque chose devient tellement efficace et intégré, on l'oublie et il devient une forme de routine. Alors, comment, et vous êtes libre de répondre comme vous voulez, bien entendu, mais comment vous voyez, au fond, cette espèce de routinisation du ministère de la Culture qui est... je me souviens, nous étions clairement dans une administration de mission et d'enthousiasme, au fond, de mobilisation des services. Et puis aujourd'hui, il semble que le ministère soit devenu plus technique. Alors, est-ce que c'est une évolution historique inévitable ou... enfin, comment vous voyez cette chose-là? Je crois qu'on ne peut pas traiter les choses je dirais, année par année, ou ministre par ministre, ou même présidence par présidence. Et je crois qu'on ne doit pas, notamment en ces lieux, ici, c'est la Fondation Jean Jaurès, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous avez publié un très beau texte de Jean Jaurès dans votre note préliminaire. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Magnifique texte de Jean Jaurès. Il ne faut pas perdre de vue quand même la dimension, j'ose dire, historique. Je ne parle pas pour moi ou pour Mitterrand, mais historique, c'est-à-dire là, le rapport avec l'histoire. Ce qui s'est passé en 81 n'est pas tombé du ciel. Je veux dire, et n'est même pas sorti du seul cerveau de la personne que je suis aujourd'hui, ou de François Mitterrand, ou d'autres. Ils étaient d'ailleurs très nombreux. Il faut bien comprendre que c'est un processus c'est extrêmement important, qu'il y a eu une genèse dans la société, partout, parmi les intellectuels, les artistes, et le Parti communiste y a sa part. Et les mouvements d'association, les mouvements d'éducation populaire y ont leur responsabilité, et des fonctionnaires éminents comme Jeanne Laurent, et puis la Troisième République, Jean Zay, et Jean Jaurès. Donc, si vous voulez, la période historique dans laquelle tout cela s'est produit est une période, disons, d'épanouissement ou d'explosion ou de tout un processus qui n'est pas seulement lié au Parti socialiste, oui, bien sûr, à François Mitterrand, oui, bien sûr, ou à moi-même ou à quelques autres, mais c'est le fruit quand même d'une gestation, je ne sais pas comment dire, d'une gestation longue, comportant ces polémiques, ces contestations, ces revendications, ces contestations. Et donc, lorsque François Mitterrand s'est porté candidat à la présidence de la République, moi-même occupant les fonctions de conseiller auprès de lui, comment dire, nous étions un peu porteurs d'une volonté collective, j'ose dire, qui généralement comportait des mille et une nuances. Et quand j'entends, je ne fais aucune critique à l'égard d'aujourd'hui, je ne veux pas me mêler des choix actuels, mais je me dis parfois, mais entendre François Mitterrand, secondairement moi-même dire
Le socialisme, c'est d'abord un changement culturel. Croyez-vous que de tels mots aujourd'hui seraient audibles? Peut-être, je n'en sais rien, peut-être. C'est-à-dire qu'il y avait cette conviction très puissante, très puissante, oui, en nous, que le changement de société, le changement de vie, le changement de régime, de système, était un changement culturel dans tous les sens du mot. C'est là où parfois on a parlé bêtement de relativisme culturel, dans les têtes, dans les esprits, dans l'idéologie, dans le rapport à la vie, dans le rapport avec les citoyens. Bon, voilà. Donc, je ne sais plus à quelle question je répondais, je suis en train de me perdre moi-même. Non, c'était la question justement de ce moment, oui, le donc moment Mitterrand-Lang, voilà. Qui n'était pas un moment, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est l'objet de cette rencontre en général, voilà, de montrer effectivement la genèse et ce qui a rendu possible cette action. Parfois je me dis, franchement, est-ce vraiment vrai? A-t-on vraiment imaginé comme cela en 80, 81, 82 d'engager tous ces changements simultanément? Si vous voulez, c'était chaque jour 2, 3, 4, 5 changements un peu partout à travers le pays. Comment a-t-on eu, pardon, entre guillemets, le culot? Comment a-t-on osé? Comment a-t-on pu? Mais on a pu parce que, je répète, nous étions en quelque sorte consolidé, appuyé par une idéologie dominante à gauche, qui ne l'est plus aujourd'hui, franchement, que l'art, l'éducation et la culture devaient constituer le socle même d'un vrai changement social et humain. Oui, et vous insistez sur le fait que ce mouvement, enfin cette action, était portée par un riche mouvement associatif, une effervescence collective dont Pascal Horry nous a parlé hier à propos du Front populaire. Et effectivement, c'est, faire des jugements rapides sur l'action de ministres est hors de propos, mais la question alors qui se pose, du fait de ce que vous dites, c'est aussi la mobilisation populaire d'acteurs autour de ces idées qui manquent peut-être aujourd'hui plus que la qualité des femmes et des hommes qui traitent de ces dossiers. Oui. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait de vrais changements. Eh bien, je ne veux pas. Non, oui, non, je ne veux pas vous articuler, surtout en ce moment, un programme en 10 points, en 15 points. En plus, je crois très peu au programme. Je crois plutôt à l'enthousiasme, à la volonté, à la lucidité, à l'intelligence des choses. Je crois. Dès que ça commence par petit 1, petit 2, petit 3, je sais que c'est du faux. Ça ne tient pas la route. On attend pas seulement dans le domaine de la culture, mais pour tout le reste, qu'il y ait cette impulsion, cette volonté profonde de changer les choses. Alors, est-elle présente aujourd'hui? Je n'en sais rien. Voilà. Non, quand je parle en général. En général, oui, je ne sais pas du tout. C'est ce que. Pas prendre parti pour celui-ci ou celle-là ou celui-ci. Bien, avançons justement, et vous nous avez incité à penser cette relation dans la durée, et c'est la question qui nous a préoccupés depuis hier de la relation entre l'éducation et la culture. Vous avez détenu pendant une période limitée mais importante les deux portefeuilles. Et au fond, cette situation, vous a-t-elle semblé, moi je me suis longtemps interrogé là-dessus, vous a-t-elle semblé offrir des opportunités particulières pour repenser justement la relation, qui est un problème politique qui est extrêmement fort, surtout aujourd'hui où on reconstruit, où on aménage sans arrêt le système éducatif. Est-ce que cette articulation entre éducation et culture vous paraît rétrospectivement importante et de voir, nous vivons sous la charte de l'éducation artistique et culturelle, et un de nos collègues, le recteur de Nice, Emmanuel Etis, qui est aussi sociologue, en est le vice-président. Et comment, au fond, penser aujourd'hui, et
dans votre action, quelle a été la relation? Comment vous avez vu ça et vécu cette double fonction? Je dirais d'abord, il y a l'école. Et sur ce point, mais ce serait trop long à expliquer, l'école, c'est un lieu de résistance culturelle. C'est un lieu d'apprentissage de la vie et de la langue ou des langues. L'école est culture. L'école. Et donc, elle réclamerait, mais là, c'est très long et puis peut-être pas du tout opportun aujourd'hui, elle réclamerait une véritable révolution comme celle qui a été opérée à des époques très lointaines. Aujourd'hui, notre école est une école de bonne qualité. Malheureusement, les maîtres sont souvent mal formés. Les programmes sont parfois absconses, trop lourds. La place accordée à la créativité de l'enfant ou de l'adolescent est trop chichement mesurée, même s'il y a des expériences heureuses, ici ou là. Enfin, bref, c'est d'abord l'école. Ne cherchons pas à trouver ailleurs. C'est d'abord l'école qu'il faut transformer, changer. Et malheureusement, sur ce plan-là, on peut être relativement sévère sur ce qui a été accompli depuis, je ne sais pas quand, depuis de très nombreuses années. Et c'est malheureux, ça fait mal au cœur. Je ne dis pas que, je répète, l'école est plutôt bonne pour les bons, est excellente pour les excellents, mais laisse tomber tous les autres. Bon, alors c'est tout un sujet dont la Fondation Jean Jaurès s'est déjà emparée et s'emparera sans doute. Relation école et culture. Déjà, je vous l'ai dit, l'école est culture. Pas peine de chercher des faux fuyants ailleurs. Mais je comprends bien que la question posée, c'est l'art, les arts, l'art à l'école. Alors ici, il y a eu... bon, je ne crois pas que ça se résolve par... c'est une vision très française, par une fusion, par une réunion de 2 ou 3 ministères. C'est même le contraire. Je me mettrai en garde contre cette tentative, parce que le ministre, je l'ai été, mais je vous expliquerai en 2 mots pourquoi c'était particulier. Si vous fusionnez les deux seront victimes. Parce que, notamment pour les arbitrages budgétaires, mais pas seulement. Donc, mieux vaut que les choses soient clairement dessinées. Bon, j'ai vécu 2 expériences différentes. L'une était en 92, quand François Mitterrand m'a demandé de devenir ministre de l'Éducation nationale. Pour vous dire la vérité, ça me barbait. Je n'étais pas enthousiaste, disons. Parce que je ne me sentais pas prêt, parce que je ne me sentais pas armé, même si j'étais universitaire moi-même, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et je lui ai dit, il était bienveillant avec moi, souvent, là encore. Je lui ai dit, écoutez, j'y vais, je peux rester en même temps ministre de la Culture, parce que c'est en quelque sorte psychologiquement, ça vous paraît très, très individualiste comme comportement, psychologiquement mon port d'attache. Et ça m'aidera à me bagarrer. Bon, il m'a dit, d'accord. Alors, à ce moment-là, on n'a pas fusionné les 2 ministères. J'étais ministre de la Culture, j'étais ministre de l'Éducation. Il y avait 2 cabinets qui travaillaient étroitement l'un avec l'autre. Sylvie Hubach dirigeait, je crois, le cabinet de la Culture. Comment s'appelle-t-il un ami qui est maintenant maire de... Un autre camarade était directeur du cabinet de l'Éducation nationale. Et on avait des réunions communes, bon, mais en même temps... Et alors, lorsque Pierre Bérégovoy m'avait invité à venir le rencontrer pour parler du budget des 2 ministères, je lui ai dit, Pierre, si tu me permets, je ne souhaite pas que nous parlions le même jour de ces 2 ministères. Je viendrai 2 fois. Et je me suis bagarré pour le ministère de l'Éducation. J'ai arraché beaucoup de postes. C'était miraculeux, disons même. Et puis, je me suis bagarré ensuite pour le ministère de la Culture. Mais donc, on a évité
on a enrichi l'un par l'autre et non pas appauvri l'un par l'autre. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'a permis à ce moment-là de, non pas de lancer les premières, parce que nous avions réussi avec Alain Savary à mettre au point la première convention art et culture à l'école, et notamment les options théâtre qui existent encore, dont on a fêté récemment, je ne sais pas, à Valence ou à Saint-Étienne, le 40e ou 50e anniversaire, et qui marchent très bien là où elles sont. Chevènement était très ouvert aussi, Jospin aussi, quand il est devenu ministre. Mais il fallait chaque fois, évidemment, les brutaliser ou les brusquer. Parce qu'évidemment, quand vous êtes à la tête d'un gros ministère comme l'Éducation nationale, la culture peut vous apparaître comme la dernière roue du carrosse, ce qui est une erreur. Mais il y a le temps, il y a tout ça. Bon. Et donc, en 92, on a pu quand même lancer ce premier plan pour les arts et la culture à l'école. On a fait d'autres choses, enfin, c'est très, très long à raconter, mais aussi qui portent sur le grec, le latin, les langues vivantes, l'histoire, etc. Et quand je suis redevenu ministre de l'Éducation, avec cette seule fonction en 2000, le bonheur a été que au ministère de la Culture, c'est Catherine Tasca qui a été nommée. Donc on était deux personnes qui se connaissions, qui avions travaillé ensemble, pas tous les jours comme ça, l'un et l'autre ayant avec son style une passion, un amour pour l'art et la culture. Donc on a dit, cette fois-ci, on y va, et tambour battant. J'ai eu la chance, de toute façon, quand je parle trop au jeu, parce que, je veux le dire ici, c'est pas qu'une clause de style. On ne fait rien de fort, de profond, de révolutionnaire, sans une équipe de tout premier plan. Bernard en est un exemple, d'autres ici parmi vous, vous-même, qui êtes en Corse, quand on a essayé de développer la langue corse, qui n'est pas une évidence, vous en souvenez, les résistances auxquelles on s'est heurté, etc. Donc j'ai eu le privilège, mais c'est peut-être lié aussi à l'histoire dont tout à l'heure je vous parlais. C'est que toutes ces personnes, Bernard et d'autres, et Catherine et beaucoup d'autres, nous avions été des militants culturels. Nous avions vécu des expériences de toutes sortes, les uns par la musique, les autres par le théâtre, les autres par... Bon. Et donc, les équipes qui étaient constituées à ce moment-là étaient des équipes qui ne tombaient pas de l'ENA, même si l'ENA n'était pas proscrite, mais qui avaient une vitalité, une pensée, un engagement de toute leur âme, de toute leur existence. Et donc, ce plan, on a pu, avec Claude Mollard, d'autres amis, j'ai peur d'oublier beaucoup de gens, et Catherine, et c'est devenu, je vous assure, j'ai obtenu les moyens, c'est vrai, des crédits très importants, un nombre de postes très important, et puis surtout le plan abordait tous les sujets, la formation des maîtres, les maternelles, les écoles primaires, le collège, les universités, et il y a eu une espèce d'effet de souffle, si vous voulez, et des mesures concrètes. D'ailleurs, il en reste ici ou là quelques expériences. Il ne faut pas dire que tout a été balayé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, mais il y a quand même un sujet. Prenez un autre sujet, où un lien étroit. Là, nous avons le président de la République a inauguré, entre guillemets, la bibliothèque la Brouste, site Richelieu. Alors, là, je dirais que la leçon qu'on peut en tirer, parce que l'histoire de l'art, c'est très peut-être bizarre. Hein. D'abord, j'avais obtenu, jamais été préoccupé d'obtenir des compétences supplémentaires, parce que c'est souvent un alourdissement. Mais, en 81, je me suis dit, des amis surtout m'ont dit, Jean-Paul Aron, d'autres amis, ont dit, réclament que la BN soit rattachée au ministère de la Culture. J'ai réclamé, j'ai obtenu gain de cause. Et finalement, ça a été une bénédiction pour cette BN, qui, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même pas la première des préoccupations, d'où son vieillissement, et le reste. Bon. Donc, à partir de là, on a commencé à faire des changements. Et puis, lorsque j'ai demandé à André Chastel, historien de l'art, de réfléchir sur l'histoire de l'art, normalement, ça aurait dû être le ministre de l'Éducation. Peu importe. Parce que le paradoxe, c'est que la France, pays des 38 000 monuments, des 2 000 musées, n'a pas toujours bien traité l'histoire de l'art. Bon.
Et Chastel a fait ce rapport qui lui a été commandé par Pierre Mauroy, le Premier ministre. Et je le vois arriver dans mon bureau et il me dit, je connaissais assez bien, on avait beaucoup bagarré pour les haltes, pour tout ça. Il me dit, de toute façon, vous n'en ferez rien. Ça ne marchera pas. Vous allez vous heurter à vos pires obstacles. Il dit, quoi? Il dit, jamais les universités, on appelait ça comme ça à l'époque, n'accepteront de se dessaisir des fonds Doucet qui sont entre leurs mains, dont elles ne font rien. Et la première mesure à prendre, c'est de rattacher les fonds Doucet à un éventuel institut d'histoire de l'art. Je lui dis, merci de me provoquer ainsi, puisque vous me défiez, j'essaierai de vous donner tort. Voilà. On s'est battu, ça a duré quand même. François Hollande a inauguré donc ce site Richelieu, achevé aujourd'hui, hein, presque achevé, pas tout à fait achevé. Histoire de l'art, École des Chartes, Bibliothèque Labrousse. La Bibliothèque des Arts, disons, est là, tandis que celle des livres est à Tolbiac. Mais ça a été quand même 25 ans ou 30 ans d'une longue marche. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement des histoires de structure, c'est aussi des histoires de continuité de pensée, d'obstination, d'entêtement. Et de ce point de vue-là, le régime actuel, que je n'aime pas tellement, il a quand même une vertu sur le plan culturel lorsqu'on mène des projets au long cours. Merci, c'est d'ailleurs ce par quoi vous avez commencé, la question du temps, de l'instantanéité et de la nécessité de l'investissement dans la durée. Et l'INHA et cette inauguration montrent bien que la ténacité est absolument nécessaire dans une politique culturelle. Alors je voudrais, nous approchons de la fin de cet entretien, je voudrais finir par une question bateau pour laquelle vous me blâmerez peut-être, mais au fond on a souvent, c'est une opposition rhétorique opposée dans l'histoire, et pas seulement dans votre cas, le ministre des artistes, un ministre qui est attaché à la liberté de création et surtout à la protection des artistes, qui correspond à une ancienne mission de l'État, au fond, et le ministère du public, des publics, le ministère de l'offre et celui de la demande, pour reprendre la distinction postérieure, mais Bernard Fèvre-Darcier l'évoquait ce matin. Au fond, est-ce que c'est une opposition stupide à dépasser? Est-ce que, au fond, la question des artistes, comment aujourd'hui, rétrospectivement, la voyez-vous dans son rapport avec une politique socialiste? Comment dire, d'ailleurs, il n'est pas interdit lorsqu'on, c'est même légitime, lorsqu'on conduit une réflexion d'analyser chaque élément et d'essayer de décomposer en quelque sorte les choses pour essayer de comprendre et de trouver éventuellement des réponses. Mais, si vous voulez, à la fois pour des raisons intellectuelles et pour des raisons politiques profondes, je récuse totalement cette histoire. Pourquoi? D'abord, pour des raisons politiques, simplement parce que je sais à quel point les plus réactionnaires, ou les réactionnaires en général, qui se trouvent aussi à gauche, parfois, au nom du peuple, balance ici et là. Voyez ce qui se passe, par exemple, à Grenoble en ce moment. C'est une municipalité, paraît-il, de gauche, m'a-t-on dit. Et au nom du peuple, on balance des trucs. Bon, on balance on rogne sur les crédits on ferme les bibliothèques de quartier, bibliothèques, etc. Au nom du peuple. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est en plus que jamais envahi par cette invocation du peuple. Ce n'est pas une municipalité socialiste. Écolo. Bon, il paraît qu'ils sont à gauche. Je sais. Bien. Non, je dirais que, de toute façon, si vous supposez, raisonnons par l'absurde, supposez un monde sans artistes, une société sans créateurs, une société sans inventeurs, vous allez démocratiser quoi? Le vide. Donc, je dirais que c'est normal qu'un ministère de la Culture, ou un ministère de l'Éducation aussi, forme des aides à la formation, à l'émergence d'artistes, de créateurs, de bons professeurs, d'inventeurs, etc. Bon, alors ensuite,
Alors, bien sûr qu'il y a des mesures d'accompagnement, ou plus que d'accompagnement, enfin constitutives, à imaginer. Quand j'entends ce discours qui réapparaît régulièrement, j'ai envie d'abord de répondre, et la décentralisation, c'est quoi? C'est quand même rapprocher, donner la chance, en tout cas, à des gens qui n'avaient pas cette possibilité pendant peut-être des siècles même, de pouvoir, peut-être qu'ils n'utilisent pas toujours, d'entrer dans un musée, dans une bibliothèque, assister à un spectacle de théâtre, etc. La première des mesures que j'ai voulu prendre, nous avons voulu prendre en 81, c'est cette mesure de révolution, je dirais, territoriale, on peut dire. Et on a engagé, bon, c'est très souvent expliqué, c'est pas seulement les lois de faire, c'est les politiques de convention avec les villes, avec les départements, avec les nouvelles régions pour inciter. Parce qu'au départ, les maires étaient quand même très en arrière de la main. On a voulu créer donc un mouvement, un élan, on a dégagé des crédits. Et donc, ça, c'est un point important. Et qui ne doit pas être oublié, qui doit être peut-être amplifié encore aujourd'hui. Et ce qui est quand même réjouissant, c'est quand même qu'aujourd'hui, je ne dis pas dans le moindre village, mais il n'y a pas un département de France où vous n'ayez... alors je ne dis pas que c'est le peuple tout entier qui vient, mais il y a quand même des flammes qui vivent, des feux qui brillent, des possibilités qui existent. Bon. Deuxièmement, toute la politique qui a été menée, mettons, Bernard est là, dans le domaine des centres dramatiques nationaux ou des scènes nationales. Bon. Souvent, c'est très lié à la personnalité même des gens qui en sont en charge. Moi, je dois dire que je suis très admiratif de la génération actuelle. Je ne sais pas si le gouvernement y est pour quelque chose ou pas, mais la réalité, c'est qu'il y a des directeurs de centres dramatiques qui font un travail à la fois artistiquement brillant et en même temps très ancré dans leur, comme on dit, territoire. Je prends des exemples, Valence, Saint-Étienne, Saint-Denis, Montreuil, enfin j'en oublie beaucoup. Il y a toute une génération. Idem pour les centres chorégraphiques nationaux, idem pour aussi des institutions sui generis, enfin qui sont... bon, donc là où, si vous voulez, l'État ne remplit pas sa responsabilité, c'est dans le domaine que vous avez soulevé, parce que c'est à portée de la main, c'est sur les arts et la culture à l'école. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça ne coûte pas des fortunes, ça réclame... Et en plus, tout le monde est prêt. Les artistes, les créateurs, les éducateurs, enfin, tout le monde est prêt. Pourquoi cette timidité? Pourquoi cette... Voilà, ça, je ne comprends pas. Et ce serait un vrai changement. Vous voulez la démocratie culturelle, mais donnez la chance à des jeunes, à des enfants, de s'initier à la pratique de la musique, de découvrir des arts, de pratiquer le théâtre. D'ailleurs, en plus, on sait, mais c'était incompréhensible pour moi, c'est la chose la plus scandaleuse, si vous voulez. On sait, toutes les expériences le montrent, qu'un enfant qui pratique la musique ou qui se livre au jeu théâtral réussit mieux qu'un autre. Alors, oui ou non, veut-on la réussite des enfants? Oui ou non, veut-on que leur oreille s'éduque pour mieux maîtriser la langue nationale et les autres langues? C'est absolument incompréhensible. Alors, il y a des discours réguliers, récurrents, comme on dit aujourd'hui, pour dire il faut... et puis rien ne suit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les tripes, je ne sais pas comment dire, ou le cœur, ou la conviction puissante, forte. S'il y a un choix à faire, c'est celui-là. Alors, tout le reste, les structures, les machins, les trucs, bon... et ça passe aussi par la formation des maîtres, naturellement, qu'il faut révolutionner. C'est beaucoup trop théorique, beaucoup trop loin de l'art et de la culture. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, vous l'êtes, et vous êtes surtout enthousiaste, donc il est le moment de conclure. Merci infiniment pour cet enthousiasme retrouvé.